Il paraît que Disney veut en faire une nouvelle adaptation live action. Bonne chance pour ça. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. C'est rien de le dire, Disney a su s'approprier énormément d'histoires classiques. On ne compte plus le nombre de contes, livres et légendes qu'ils ont racontés à leur sauce, de façon plus ou moins libre, surtout plus que moins. Et très souvent, ce sont leurs versions que les gens gardent le plus en mémoire. À tel point qu'on les surnomme parfois, à raison, les nouveaux frères Grimm. Les Grimm n'ont pas inventé pléthore d'histoires originales, mais ont remanié un grand nombre de contes à leur sauce, et durant des siècles, ce sont leurs récits de ces contes qui ont bercé les gens. Les studios d'animation Disney sont très similaires à ce sens. Est-ce un affront aux œuvres initiales ou une façon louable de les faire perdurer? C'est à chacun d'en juger. Il n'empêche que ça marche, et même si certaines adaptations n'atteignent pas la grandeur ou la complexité du matériau de base, on a eu droit, à mon sens, à beaucoup de réinterprétations de qualité qui méritent d'être retenues comme elles le sont. Cela dit, ils n'ont pas fait le tour complet des œuvres incontournables. Et si certains anciens récits sont quasi inadaptables avec le ton des studios d'aujourd'hui, beaucoup ont encore le potentiel de briller par leurs pattes. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons jeter un œil à ces œuvres classiques qui méritent d'être adaptées à la sauce Disney. De mon point de vue, je rappelle pour la énième fois, légère mention honorable rapide pour Jacques et le haricot magique et le prince et le pauvre. Techniquement, ils ont eu droit à leur traitement animé, mais ce sont pour moi des histoires qui ont le potentiel de générer des longs métrages sérieux dans la même veine que les meilleurs classiques des studios. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous a donné. À ce compte-là, je pourrais presque aussi citer les Trois Mousquetaires. Bref, c'est parti pour la liste. Numéro 10, le petit chaperon rouge. Évident, l'histoire de cette petite fille qui, en voulant apporter à manger à sa grand-mère chérie, se fera tromper par un méchant loup est aussi classique que possible. C'est un récit dont les symboliques et le message sont assez simples, ne pas faire confiance aux inconnus. Pauvre petite fille stupide. Sauf si c'était un gentil bûcheron qui passait par là. Ouais, désolé, quand on s'y penche un peu, c'est difficile de ne pas voir l'aspect réducteur de la jeune jambe féminine. Mais bon, on pourrait dire pareil de Blanche-Neige, hein. Et il y a là-dedans une bonne base pour une aventure prenante à la Disney. Les personnages, étant un peu des archétypes en premier lieu, sont très malléables et permettent pas mal de liberté dans le changement de leur caractère sans avoir à totalement dénaturer le récit initial. Plutôt que d'en faire une simple victime, on pourrait développer le petit chaperon rouge en un enfant très coloré, vif et curieux, qui compenserait son manque de prudence par un dynamisme et un côté volontaire attachant. Sans doute qu'elle devrait participer activement à la résolution du problème à la fin, histoire qu'on la montre rattraper son erreur en conservant la morale à retenir. Il y a de nombreuses avenues à prendre pour développer ce conte en un film d'1h20, et je suis assez surpris que Disney ne s'y soit pas encore essayé. Numéro 9, des romans de Jules Verne. Alors oui, j'imagine que 20 000 lieues sous les mers y a déjà vaguement eu droit. Mais je me demande à quel stade on doit faire le distinguo entre adaptation libre et très légère inspiration. Jules Verne a créé moult épopées de voyages de science-fiction qui sont des prouesses d'imagination et de créativité, et certaines d'entre elles restent encore dans les mémoires parmi les plus incontournables de la littérature. Qui ne rêverait pas de voir une version animée épique de héros qui tentent de faire le tour du monde en 80 jours au 19e siècle, ou d'un groupe qui fait son chemin pour découvrir le centre de la Terre. D'ailleurs, Voyage au centre de la Terre doit être le roman que j'ai le plus envie de voir en film Disney. Certes, de nos jours, il est scientifiquement très aberrant, mais je suis toujours époustouflé par l'inventivité visuelle qui s'y renvoie. Et voir ça en belle animation à grand budget serait au minimum un régal visuel. Ces livres proposent des concepts très ouverts en soi, et il est outrageusement facile de se réapproprier les péripéties en chemin, voire de s'en inventer d'autres pour coller au ton qu'on désire avoir. Ce sont d'excellentes bases de script qui vous sont offertes emballées dans un joli ruban, et vous n'avez ouvert encore aucun paquet cadeau. Quand est-ce que vous allez fêter Noël correctement, merde? Numéro 8, plus d'épopées grecques. Oui, on a eu Hercule.
Plus ou moins, vous pouvez faire plus que ça. La mythologie grecque est incroyablement vaste et les aventures qu'on y raconte sont vraiment diverses. Se contenter d'un seul héros à mettre en avant, c'est n'emporter qu'une part du beurre alors que la crémière veut vous rendre l'argent en vous montrant ses fesses. Désolé, je manquais d'images recherchées. Et sincèrement, j'en ai déjà parlé, mais je n'ai rien contre la réinterprétation de la vie d'Hercule. Disney oblige, c'était normal d'édulcorer le ton et l'ambiance rythmée que vous avez créée était très efficace. Pourquoi ne pas faire un film spin-off sur cet univers-là? On garde le même ton, le même style de narration, et à la place, on suit les aventures de Jason, de Thésée ou d'Ulysse. Ulysse étant facilement le premier héros de choix à mes yeux. Son Odyssée est extrêmement riche et pourrait nous donner un film tout aussi drôle, fracassant et touchant que l'a fait Hercule. Et oui, je sais que tous les personnages que je vous cite ont eu droit à leur version dans la série. Mais je n'en ferai pas une jaunisse si vous ignoriez cette continuité-là. Et même s'il faut réécrire un nouvel univers, il y a tout un monde de possibilités gigantesques qui vous tendent les bras. Ce serait dommage d'en profiter qu'une seule fois. Même si une seule fois, c'est toujours mieux que... Numéro 7, la mythologie égyptienne. Pauvre paria des anciens mythes, personne ne te donne l'attention que tu mérites. Oh, ça rime en plus. La mythologie égyptienne est vraiment l'une des plus oubliées au cinéma grand public de nos jours. La seule chose qu'on aime en reprendre régulièrement, c'est tout le délire de la momie. Je suis un pharaon qu'on a couvert de bandelettes à sa mort. Je vais ressusciter dans le futur pour foutre la merde. Je sais pas, le schéma est un peu répétitif, alors qu'il existe vraiment tout un univers au style unique à exploiter là-dedans. Osiris est le premier dieu pharaon à avoir régné sur les hommes avec sa femme et sœur Isis. Oui, comme toujours, la mythologie et l'inceste, c'est une grande histoire d'amour. Mais son frère Seth, par jalousie, a comploté contre lui pour le découper en morceaux par magie. Donc, il n'en est pas mort. C'est l'un des avantages à être un dieu. Morceaux qu'il a dispersés aux quatre coins du monde, et avec l'aide d'autres dieux, sa femme Isis les retrouvera pour sauver son amour. En édulcorant les parties les plus gore, il y a moyen de créer une excellente histoire d'amour et de femme forte autour du personnage d'Isis en tant qu'héroïne principale. Une femme tellement déterminée qu'elle serait prête à braver tous les dangers du monde pour sauver l'homme qu'elle aime en devant gérer un peuple qui a perdu son roi. Et évidemment, on éluderait le fait qu'ils sont frères et sœurs. Il y a une forte base pour créer un grand modèle féminin badass en dépeignant une culture que Disney n'aura encore jamais réellement montrée dans ses films animés. C'est l'exemple le plus évident, mais à nouveau il y a beaucoup à piocher là-dedans. Et je rêverais de voir la mythologie égyptienne avoir son heure de gloire à cette époque où il n'y en a que pour la grecque et la nordique. Numéro 6, le joueur de flûte de Hamelin. Ça compte pas tout à fait, ça. Même si ça me fera toujours marrer. Plus sérieusement, c'est une légende assez sombre prise comme ça. Un flûtiste qui a le pouvoir de charmer les animaux est engagé pour attirer les rats hors d'un village. Et quand les habitants refusent de le payer, il se venge en faisant la même chose à leurs enfants. Et à la fin, ils meurent tous noyés. C'est un peu beaucoup glauque, mais je rappelle que presque tout le monde crève à la fin de Notre-Dame de Paris, qu'Ariel meurt à la fin de La Petite Sirène, et que Hercule finira par tuer sa femme et ses enfants. C'est un cadre de départ que je trouve très prometteur à étendre. On pourrait rendre le village plus complexe avec les décideurs qui seraient les ingrats et une partie des gens raisonnables qui n'auraient pas leur mot à dire au début. Ce serait parmi ceux-là qu'on aurait nos héros principaux qui iraient chercher les enfants kidnappés en seconde moitié de film. Oui, parce que dans cette version, c'est sûr, les petits ils vont survivre. Mais le plus intéressant, ce serait le développement du flûtiste, qui serait un antagoniste un peu tragique. Quelqu'un qui rechercherait une reconnaissance, mais qui craquerait en voyant qu'on ne veut pas la lui donner en dépit de ses efforts. Il y a clairement matière à créer de la psyché de personnages assez profonde, avec un message d'arrière-plan sur la considération de la société. En jouant les bonnes cartes, pour moi, il y a moyen de créer un nouveau classique, si tant est qu'on manie les bons instruments. Numéro 5, Le Petit Poucet et Hansel et Gretel. Alors, ces deux-là, je les regroupe parce qu'en leur essence, ils ont un schéma très similaire.
On a les enfants d'une famille pauvre qui sont abandonnés dans la forêt par leurs parents, et en essayant de retrouver leur chemin, ils tomberont dans la maison d'une créature monstrueuse qui veut les manger, et s'en sortiront grâce à la ruse. Une aventure centrée sur des enfants assez typique à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de promesses dans la prémisse de départ d'abandon. Plus que l'obstacle du monstre à surmonter, il y a le concept de famille soudée qui est mis à mal dès le début de l'histoire. Des parents règlent leurs soucis pécuniaires en se débarrassant de la chair de leur chair. C'est une considération atroce qui peut grandement faire remettre en question les liens du sang. Si même ceux qui nous ont engendrés veulent se débarrasser de nous, à qui peut-on se fier? La version Disney pourrait en fait être axée sur l'évolution de cette relation entre frères et sœurs, qui en plus de devoir faire preuve de matière grise pour s'en sortir, apprendraient que même sans parents, ils peuvent encore nouer des liens forts dans l'adversité et former une famille qui se suffit un peu. Il y a matière à faire de l'excellente émotion entre les jeunes protagonistes à travers leur aventure, et dans les mains de Disney, ça peut nous donner quelque chose de grand. Et s'ils traitent le petit poussé, je pense qu'ils éluderont la partie cannibale. Ça leur fera une meilleure pub. Numéro 4, Robinson Crusoe. En toute franchise, ça devrait être une des histoires les plus directes à retranscrire pour Disney. On a un mec ivre de découverte qui échoue sur une île, qui essaye d'éduquer un indigène en le prenant de haut pour finir par apprendre l'humilité en se mettant à son niveau, et constamment il doit lutter contre une tribu cannibale. À nouveau, il devrait atténuer un peu ça, mais globalement, tous les ingrédients sont déjà là pour un film Disney classique. Un périple de personnages intrépides qui se liera difficilement d'amitié avec un total étranger en apprenant à ne pas considérer ce qui n'est pas de sa coutume de haut. On a la relation humaine centrale, la morale d'ouverture des cultures très juste qui va avec, et en retravaillant un peu les méchants et leurs conflits avec nos héros, on pourrait facilement donner lieu à une aventure animée familiale très palpitante. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien. Just do it, Disney! Numéro 3, Don Quichotte, ou Don Quixote comme les puristes voudraient que je le prononce. Tant pis pour eux, c'est un cas particulier que je verrai honnêtement plus taclé par Pixar. L'idée étant de raconter le périple d'un homme qui voit du fantastique et du romanesque là où il n'y a que du commun, allant jusqu'à prendre des moulins à vent pour des dragons. On jongle entre la folie et le chevaleresque chez notre protagoniste. Il y a là-dedans, selon moi, la base parfaite pour créer de la mise en scène fantasque et du développement de personnages inspirants et poétiques, comme Pixar arrive à le faire à son plus grand pic. Montrer le monde tel que le perçoit cet homme et comment sa vision folle peut influencer les gens qui l'entourent, c'est un potentiel d'émotion énorme. On pourrait voir les gens qu'il prend pour plus qu'ils ne le sont se sentir inspirés par ses paroles pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Sancho Panza en particulier, qui voudrait profiter de lui au départ, mais au fil des aventures serait touché par sa naïveté sincère. Et cet équilibre à trouver entre le fantasme et la réalité qui s'instaurerait au fil du film autour de notre personnage titre aurait de quoi donner à la fois un visuel épatant et une psyché fascinante et poignante. Pixar a le don pour mettre en avant des protagonistes atypiques, et Don Quichotte collerait à merveille à ce critère. C'est peut-être une folie, c'est peut-être délicat à gérer dans le détail, mais l'œuvre offre un plan de base idéal pour ce studio-là. Numéro 2, Moby Dick. Sans doute le plus délicat de cette liste à adapter à la sauce Disney, mais à nouveau, s'ils ont réussi avec Notre-Dame de Paris, ça doit être faisable pour ça aussi. Un capitaine de bateau nommé Ahab organise une chasse à la baleine blanche qui lui a arraché une jambe et ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas eu sa proie. Rien que pour l'illustration d'un cachalot blanc géant qu'il pourrait faire, ça mériterait d'être vu, mais surtout ce serait un film qui illustrerait à son plein potentiel un message qu'on connaît bien, l'aspect néfaste de la vengeance. Ce thème a déjà été abordé quelques fois chez Disney, et disons que c'était cliché. Ouais, c'est le mot juste. Des situations montrées au maximum une dizaine de minutes, où le gentil cherche rapidement à s'en prendre à quelqu'un par la colère à cause de la mort d'un proche, mais comprend 3 scènes plus tard que c'est pas bien de penser comme ça. Et quand c'est des méchants, ils apprennent pas leur leçon. Ici, on a un besoin de revanche dicté par la fierté, et surtout qui est présent du début à la fin. Donc, qui prend le temps d'instaurer tout son poids.
On pourrait rendre Akab attachant outre ce désir, le faire se rapprocher de ses matelots, notamment Ismaël, le narrateur central, qui servirait de héros témoin. Et au fur et à mesure des rencontres avec la créature, il montrerait cette facette bien plus sombre qui le porte. Pour qu'on l'amène à la fin à faire un choix entre son obsession et les liens qu'il aura tissés au fil de son voyage. En partant sur la décision gentille pour conclure, évidemment, c'est Disney. Et je viens de me rendre compte qu'ils ont déjà un peu fait ça. Dans La planète au trésor, John Silver a eu un traitement très similaire à ce que je viens de décrire. Qui peut m'en vouloir d'espérer qu'on reprenne des ingrédients de mon film Disney préféré? Il y aurait véritablement matière à montrer les dérives du désir de vengeance sur le long terme et la vraie difficulté d'en sortir. Ce qui appuierait d'autant plus les liens de personnages qu'on aurait instaurés. Je ne pense pas que Disney mettra le harpon là-dessus de sitôt, mais... on a bien le droit de rêver. Et le meilleur récit que Disney devrait adapter est Frankenstein. Il n'y a rien de plus propice au traitement Disney que ça. Depuis pas mal d'années, un des fers de lance du studio d'animation, c'est de montrer la diversité du monde à travers ses personnages et de faire un peu mieux accepter à son public les différences de culture, d'origine, etc. Alors, est-ce un idéal sincère ou une façon calculée d'agripper le plus large public? Ce n'est pas à cette vidéo d'en juger. Mais pour illustrer la différence et la difficulté d'acceptation qui va avec, il n'y a pas meilleure illustration que la créature de Frankenstein. Nous parlons de quelqu'un qui a été conçu de façon non naturel, qui a peur de ce qu'il représente et qui, dans son chemin, fait face à la haine des gens qui ont encore plus peur de lui que lui-même. Tout autour de cet être crie à l'injustice de la vie, c'est Quasimodo version tragique plus. Et c'est un exploit parce que Quasimodo met déjà la barre très haut. Le drame de la situation de la créature a tous les atouts pour être retranscrit en animation, ou même en édulcorant la violence graphique, on peut parvenir à transmettre la violence psychologique autour de lui. Et le chemin de croix qu'on pourrait lui faire traverser ne rendrait que plus satisfaisante et réjouissante la conclusion où les choses s'arrangeront pour lui. À nouveau, Disney, un petit peu obligé. Les prémices d'une aventure grandiose et poignante sont là, et je suis certain que les studios ont la possibilité d'adapter ça en animation en conservant l'essence de ce qui fait la force émotionnelle du personnage tragique. Tant qu'on évite de lui donner des sidekicks trop lourds, hein. Cela étant, je suis sûr qu'à la vue de ce numéro 1, certains d'entre vous ont été prompts à vouloir me reprendre, et à ça je vais réagir directement en disant que non, Disney n'a pas encore adapté Frankenstein en animation. À la prochaine, et ça va être l'horreur. Je crois que même Princesse Sophia n'a pas voulu l'adapter, cette princesse-là.